Bonjour tout le monde et bienvenue au cinquième saison de McGill à vos côtés. Je m'appelle Claire Webster, je suis ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et la fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire de Amelia Saputo pour les soins de la démence. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes des troubles neurocognitifs, ainsi que les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le grand public. L'une de nos ressources les plus importantes est notre guide d'accompagnement qui peut être téléchargé gratuitement et disponible en 14 langues différentes. Tout est gratuit sur notre site web. Vous pouvez obtenir une copie imprimée sur Amazon au coût de 20 $ et les profits vont pour soutenir notre programme. Nous sommes aussi très ravis de lancer un nouveau cours en ligne destiné à former et à soutenir les partenaires de soins des personnes atteintes des troubles neurocognitifs. Le cours se présente en 10 modules d'apprentissage autonome et qui peut être parcouru à votre propre rythme. Encore, tout est gratuit sur notre site web. Alors aujourd'hui, c'est notre 111e épisode de McGill à vos côtés. Je suis très content de pouvoir d'aborder le sujet de facteurs de risque modifiables associés à la maladie d'Alzheimer et aux troubles neurocognitifs apparentés. En juillet de cette année, la commission Lancet a publié son rapport sur la prévention, les interventions et les soins associés aux troubles neurocognitifs. Selon la commission, environ 45% des cas de démence sont potentiellement évitables en s'attaquant à 14 facteurs de risque modifiables à différentes étapes de la vie. Alors, j'ai un invité très spécial aujourd'hui, mon collègue et mon ami, le célèbre neurologue, le Dr Serge Gauthier. Dr Gauthier est un neurologue clinicien spécialisé dans le développement de nouveaux outils de diagnostic et de traitement pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il est co-responsable universitaire du programme de formation sur les troubles neurocognitifs et professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université de McGill. Dr Gauthier a été directeur du Centre de recherche des études sur le vieillissement de l'Université de McGill entre 1986 et 1997 et il était investi à l'Ordre du Canada en 2014 et l'Ordre national du Québec en 2017. Alors, on est très privilégié d'avoir le Dr Gauthier avec nous aujourd'hui pour expliquer les 14 facteurs de risque modifiables. Bonjour, Dr Gauthier. Bonjour Claire, et merci de cette invitation. Alors bonjour tout le monde, merci d'être là le jour de mon anniversaire, le 18 septembre. La prochaine, s'il vous plaît. Alors on parle aujourd'hui des facteurs de risque modifiables et c'est une publication qui est récente, vous voyez le document, c'est une publication qui est aux 5 ans. Et on va vous expliquer le contenu. La suivante, s'il vous plaît, Claire. Alors, c'est un document qui est publié périodiquement et je voulais souligner qu'il y a un Canadien important parmi les auteurs, le Dr. Ken Rockwood à Halifax. La suivante. Alors, ça, c'est le résumé général. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Il y a plusieurs composantes dans le document. On va parler aujourd'hui des facteurs de risque modifiables. Au niveau de la population,
on pourrait, si on modifiait tous ces facteurs de risque, peut-être diminuer de moitié le nombre de personnes atteintes de troubles neurocognitifs en fin de vie. Il y a d'autres éléments de ce document dont on parlera à d'autres occasions sur l'utilisation des tests sanguins pour voir si vous êtes à risque, etc. Alors, la publication est disponible en ligne. Alors, si vous allez chercher le document en ligne, vous pouvez aller le lire en détail. Il y a beaucoup de renseignements plus spécifiques sur la méthode de recherche. Essentiellement, les auteurs dirigés par Gill Livingston à Londres, en Angleterre, regardent à travers la planète entière l'information disponible sur différents facteurs de risque potentiels. La suivante. Alors, voici en une image qu'ils ont trouvée. On va regarder le détail ensemble tranquillement par après. Mais ce qui est important de souligner, c'est que dès l'enfance, la scolarité est importante. Et au niveau de certains pays comme les régions rurales de Chine, du Bangladesh et même de l'Inde, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui finissent leur secondaire et même parfois leur primaire. Il y a il y a des pays malheureusement comme l'Afghanistan où les filles n'ont pas accès au-delà du primaire. Donc, c'est un facteur préventif important au niveau des populations et l'éducation des jeunes. Et j'anticipe déjà votre question. Est-ce que c'est bon plus tard, quand on est adulte, d'aller continuer d'apprendre d'autres langues ou de garder son esprit occupé? Absolument. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous avez ensuite un bloc de plusieurs facteurs de risque modifiables, ce qu'on appelle en mi-vie, entre 40 et 65 ans. Et on va revenir sur chacun dans un instant. Et en fin de vie, tard dans la vie, en haut de 75 ans, il y a des facteurs qui semblent plus importants que d'autres, mais ils sont importants tout le temps. Alors, on va les regarder tranquillement un après l'autre. Un dernier point, vous allez voir un chiffre assigné à chaque facteur de risque. Ça, c'est le poids relatif. Alors, vous voyez un numéro 5 pour l'éducation. Au niveau d'une population, c'est un gros facteur de risque modifiable par rapport à, vous allez voir, dépression qui est juste un 2. C'est simplement des statistiques et on va les voir maintenant dans l'ordre d'importance. La suivante, s'il vous plaît, Claire. Alors, on a déjà parlé de l'éducation, c'est surtout au niveau des populations. C'est moins important peut-être au Canada, excepté dans certaines régions, dans le Grand Nord, où il faut encourager les jeunes à rester à l'école jusqu'à 16 ans et plus. Il faut garantir une éducation de qualité pour les garçons et les filles partout. C'est un investissement qu'on fait pour toute leur vie. La suivante. Là, on commence entre 40 et 65 ans. Alors, surprise, un déficit auditif, c'est un facteur important. Il faut vraiment corriger, il ne faut pas avoir peur de corriger les défauts auditifs parce que ceux qui ont une surdité partielle, chronique, ils perdent de l'interaction avec les autres personnes et c'est peut-être un des facteurs importants dans le vieillissement cognitif. Donc, la recommandation, porter des prothèses si vous en avez besoin, s'assurer que les prothèses sont disponibles à des prix raisonnables. Aussi, diminuer les bruits nocifs dans l'environnement. Ça commence à être de plus en plus bruyant dans nos villes. Il y a aussi des gens qui travaillent avec des machines ou qui tirent du fusil de façon régulière dans le Grand Nord. Donc, c'est des facteurs additifs. Vous voyez, 7%, c'est parce que c'est beaucoup de monde qui ont des difficultés auditives. Donc, si on aidait tous ces gens-là, on diminue de beaucoup le risque par rapport à d'autres facteurs. La suivante. Alors ça, c'est une nouveauté de cette année. C'est une confirmation, on s'en doutait, que si vous traitez le mauvais cholestérol, qui est appelé ici low density lipoprotéine, lipoprotéine de faible densité, le mauvais cholestérol, si on le traite dès l'âge de 40 ou 50 ans, si c'est découvert qu'on en a, il faut traiter avec une statine jusqu'à au moins 85 ans. Ça nous rassure aussi sur la sécurité d'emploi et l'utilité de continuer à prendre une statine si on en a besoin. Alors, 7% de réduction, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème de cholestérol élevé. Et si on peut déceler aussi jeune que 40 ou 50 ans que c'est un problème et traiter, mais de façon continue, ça prévient les maladies du cœur, ça prévient les AVC et maintenant, on sait que ça prévient la démence plus tard dans la vie. La suivante, s'il vous plaît. Alors, dépression,
c'est un sujet un peu plus complexe. C'est connu depuis longtemps que si vous avez une dépression avant l'âge de 65 ans, vous êtes un peu plus à risque d'avoir des troubles neurocognitifs plus tard, mais c'est un facteur parmi bien d'autres comme l'isolation sociale, etc. Le message, c'est qu'il faut bien traiter la dépression lorsqu'elle est présente, quel que soit l'âge, que ce soit ado, jeune adulte, quand on est à 50 ans ou encore plus si on a 70 ans. Il ne faut pas oublier aussi qu'on peut avoir des troubles neurocognitifs et de la dépression en même temps. Alors, il faut traiter la dépression du mieux possible avec soit de la médication, soit de la psychothérapie ou une combinaison des deux. La suivante, s'il vous plaît. Lésions cérébrales traumatiques, ça c'est connu, je pense, du public à cause des joueurs de football qui, malgré qu'ils portent un casque, ils ont des traumas cognitifs à répétition, des commotions cérébrales à répétition. Il y a des joueurs de hockey aussi qui ont eu ce problème. C'est une démence qui est différente de l'Alzheimer, mais il y a des changements cognitifs importants. Et le message pour l'ensemble du public, bien, portez un casque si vous faites du bicycle. Soyez prudent dans les sports de contact. On parle d'une réduction de risque de l'ordre de 3 c'est important. Le casque, s'il vous plaît, si vous faites du vélo. La suivante. L'inactivité physique. Alors, au niveau de la population du monde, de la planète, c'est juste 2 mais je pense qu'au Canada, c'est beaucoup plus. J'ai trouvé des chiffres canadiens qui nous montrent que l'inactivité physique, c'est le facteur de risque principal qui est modifiable. On parle de 10 au lieu de 2 ça serait 10 au Canada et aux États-Unis. Alors, inactivité physique, surtout les gens de 65 ans et plus, c'est à corriger. Ça peut être simplement marcher avec un voisin, marcher avec le chien du voisin, mais même un minimum de mobilité par rapport à être trop sédentaire a une différence sur la santé en général et peut-être la composante neurocognitive en plus. Donc, encourager l'exercice physique, de préférence avec un groupe, c'est bien de marcher en groupe, même un minimum, c'est très important. La suivante, diabète. Alors ça, c'était connu, c'est 2 seulement de facteurs parce que c'est souvent associé à d'autres facteurs et c'est la combinaison qui est importante. Alors, diabète, souvent associé à hypertension, poids excessif, manque d'exercice. Cet ensemble de facteurs de risque vasculaire est connu comme étant important et c'est mieux de les traiter tous en même temps. Bonne nouvelle, il y a des médicaments pour le diabète qui sont à l'essai pour traiter les gens qui ont déjà des symptômes de maladie d'Alzheimer et bientôt il y aura des essais cliniques pour voir si on peut prévenir l'émergence de symptômes chez les gens qui ont la pathologie Alzheimer. Donc, diabète, beaucoup de choses encore à découvrir. Si vous l'avez, traitez-le bien. C'est important pour la prévention par rapport aux troubles neurocognitifs. La suivante, le tabagisme. Alors, pas besoin de vous convaincre, il y a très peu de fumeurs maintenant au Canada. C'est démontré que parmi bien d'autres pathologies, si on arrête de fumer, ça va contribuer aussi à maintenir votre santé cognitive. Donc, il est recommandé de faciliter l'accès aux conseils et aux traitements pour arrêter de fumer si les gens sont motivés. C'est plus important dans d'autres pays qu'au Canada, mais c'est quand même un facteur de risque modifiable à considérer. La suivante, l'hypertension artérielle. Ça, c'était connu depuis longtemps que la haute pression en haut de 130, le premier chiffre systolique, 130, de façon chronique, même à 40 ans, est un facteur accélérant le vieillissement du cerveau. Il y a des petits AVC silencieux, surtout chez les hommes. Et maintenant, c'est démontré que si vous traitez bien l'hypertension artérielle, même à partir de 40-50 ans, une maladie silencieuse, jusqu'à ce que vous ayez une maladie du cœur, un infarctus ou un AVC, mais si vous la traitez bien, votre hypertension, vous allez diminuer le risque de AVC et de changement neurocognitif plus tard. C'est souvent associé à une combinaison de diabète, haute pression, etc. Obésité. Alors, c'est un facteur important, surtout en Amérique du Nord. Je vérifie. Oui, au Canada, c'est pas 1 c'est 6,4 Donc, c'est important. On est trop sédentaire, surtout les jeunes qui sont sur leur ordi ou leur téléphone, ils bougent pas assez. Donc, obésité à surveiller comme facteur, même, je dirais, dès l'enfance. Mais démontré ici dans l'étude en mi-vie, 40 à 65 ans. La suivante.
Consommation excessive d'alcool. Alors ça, c'est un vieux débat. Est-ce que c'est mieux de ne pas boire du tout? Possiblement. Si vous aimez avoir votre verre de vin, tant mieux. C'est peut-être mieux un verre plutôt que deux, comme on pensait avant. Donc, il y a un certain débat sur la quantité. Ce qui n'est pas en doute, c'est qu'il ne faut pas boire trop, et surtout pas seul. Alors, c'est recommandé à tout le monde de réduire la consommation, surtout depuis la pandémie, où on buvait trop. Et c'est pas discuté dans le rapport, mais est-ce que la diète est aussi importante que l'arrêt d'alcool? Ça, c'est un sujet pour une autre journée. Et on n'a pas discuté de la diète dans ce rapport. La suivante, l'isolement social. Ça, c'est important. C'est 5%, c'est beaucoup, et c'est surtout les personnes en haut de 65 ans qui seraient affectées par l'isolement social. Encore là, la pandémie nous a donné bien des leçons, comme quoi il faut des contacts sociaux réguliers. Surtout les gens qui vivent seuls, c'est important d'avoir un réseau social. Si vous avez une activité que vous aimez comme lire, c'est mieux d'avoir fait partie d'un club de lecture pour avoir de l'interaction avec d'autres personnes. Donc, participer à une activité que vous aimez, que ce soit jouer au bridge ou aller au cinéma ou lire. Et aussi, il faut un environnement qui permet cela. Alors, dans les logements qu'on est en train de construire, il faut qu'il y ait des locaux qui permettent aux gens de se rencontrer. Il faut diminuer l'isolement social avec peut-être des voisins qui vont visiter les personnes qui sont seules. C'est 5%, c'est beaucoup. Et on sait maintenant que c'est un facteur de plus en plus important chez nos aînés. La suivante. La pollution atmosphérique, surprise, ça semble affecter surtout les gens en fin de vie. Quand on entend parler de grosses pollutions dans les villes comme Shanghai, Beijing, et malheureusement de plus en plus au Canada quand il y a des feux de forêt, ça affecte la santé, surtout des aînés, dans l'immédiat, mais c'est possible que ça devienne un problème planétaire avec les changements climatiques. 3%, c'est beaucoup. Ce ne sera pas facile à gérer comme facteur de risque, alors peut-être qu'il faut bien faire attention quand il y a des alertes, rester à l'intérieur parce qu'il y a du smog, etc. Donc, réduire l'exposition à la pollution atmosphérique, c'est un facteur de risque modifiable. La suivante, perte de vision. Alors, ça, c'est une nouveauté. Si vous avez des cataractes, faites-vous opérer. Si vous avez des problèmes de vision, faites-vous examiner régulièrement par votre optométriste. Une mauvaise vision va interférer peut-être avec votre habilité de lire, d'interagir avec les gens, ça va avec les difficultés pour l'audition. Donc, c'est nouveau. Faites-vous traiter si vous avez des cataractes ou des besoins de lunettes, etc. La suivante. Alors, ça, c'est 14. Il va y en avoir davantage, je pense, avec le temps. Je pense, par exemple, aux soins de vos dents, la santé des gencives. Si vous ne le faites pas bien, il y a une inflammation chronique qui est causée par les microbes qu'on a dans la bouche. Il y a aussi l'hygiène du sommeil. Peut-être qu'il y aura des données qui vont sortir dans 1 ou 2 années pour dire combien d'heures minimales il nous faut à différents âges. Mais maintenant, il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier spécifiquement comme l'âge. Alors, plus vous vieillissez, plus vous êtes à risque d'avoir des changements neurocognitifs. La bonne nouvelle, c'est que on peut modifier l'effet de l'âge sur le cerveau avec les facteurs de risque modifiables. La suivante. L'autre facteur, c'est malheureusement les femmes sont plus à risque de démence ou de troubles neurocognitifs que les hommes, et pas seulement parce qu'elles vivent plus longtemps. Il y a des facteurs biologiques qui sont en train d'être étudiés à McGill et ailleurs pour expliquer en quoi le fait d'être une femme modifie l'accumulation des protéines associées à l'Alzheimer dans le cerveau, surtout la protéine tau, pourquoi c'est différent chez les femmes par rapport aux hommes. Et ceux qui sont non-binaires, il y a aussi de la recherche qui commence à se faire là-dessus. La suivante, la génétique. Alors, je vous rassure, il y a seulement 3 gènes connus, PS1, PS2, APP, qui causent l'Alzheimer jeune entre 30 et 45 ans, familial. Et c'est moins de 2% des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais c'est une population importante pour la recherche. L'autre gène qui est important et relativement fréquent, c'est l'APOE4. C'est 15% de la population qui a une copie qui vient d'un côté de la famille de ce gène qui est moins efficace pour transporter le cholestérol dans le cerveau et dans les cellules nerveuses. Ça ne cause pas l'Alzheimer. C'est un facteur de risque.
Et enfin, il y a plusieurs gènes qui sont moins importants comme facteurs de risque génétique qui pourraient ensemble jouer un rôle. Mais vous voyez que ce n'est pas une maladie a priori génétique, excepté pour les 3 gènes rares qui causent l'Alzheimer très jeune. La suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous actuellement? Alors, on a des données probantes pour au moins 14 facteurs de risque modifiables et théoriquement, si on les modifie au niveau de la population, on réduirait de moitié le nombre de personnes qui auraient une démence ou des troubles neurocognitifs majeurs en fin de vie. C'est beaucoup. C'est mieux que toutes les pilules qu'on a et qu'on est en train de tester. Il y a peut-être d'autres facteurs à rajouter, comme je disais, pour l'hygiène des dents et le sommeil. Il faut maintenant prouver que si on modifie les facteurs de risque, on diminue le nombre de personnes avec démence. C'est pour le moment plus une hypothèse. Mais il y a des essais en cours dans différents pays. Je vais citer l'étude Fingers qui a été développée en Finlande et dans les pays scandinaves. Et on a un peu l'équivalent au Canada, l'étude synergique. Il y a aussi une approche proposée en Angleterre où ce serait le concept de Brain Health Clinic, une espèce de clinique de la santé cognitive, un peu comme si à 40 ans, on allait pour un bilan cardiaque. On pourrait faire un bilan de notre fonctionnement intellectuel à 50 ans et les facteurs de risque qu'on a, bons ou mauvais. Et bientôt, il y aura une prise de sang qu'on pourra aussi faire pour voir s'il y a déjà de l'accumulation de certaines protéines associées au vieillissement dans le cerveau qui vont dans le sang. Alors, je vous prédis que d'ici 3 à 5 ans, on pourra avoir accès à des cliniques où on pourra faire dans nos groupes de médecine familiale une approche un petit peu plus structurée pour la prévention du déclin cognitif. On peut faire des économies. Si on retarde le début des symptômes de démence de 5 à 10 ans, on a moins de monde avec des symptômes, on sauve de l'argent. Et ça paye pour l'investissement qu'on aura fait dans la prévention. Une dernière bonne nouvelle, j'ai appris ce matin qu'à Toronto, au Rotman Institute, il y a un groupe dirigé par Dr. Anderson qui va tester une approche personnalisée des facteurs de risque. Alors, vous auriez un bilan personnel et selon ce qu'on trouve, on pourrait vous donner un choix de différentes activités. Alors, je vais proposer à Claire d'inviter Dr. Anderson et des gens de son équipe pour parler d'une approche plus personnalisée qui pourrait être plus efficace parce que c'est fait pour nous et nous motiver à continuer pendant 5 ou 10 ans ces bonnes habitudes de vie. Merci Claire pour l'invitation. Merci beaucoup, Dr. Gauthier, pour ce discours très, très, très intéressant et très important. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut mieux sensibiliser la population auprès de ces risques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je suis quand même optimiste parce que les gens ont un bilan cardiaque maintenant à 40 ans, 50 ans. Beaucoup de gens vont aller faire leur tapis roulant, puis avoir leur prélèvement sanguin pour le mauvais cholestérol, puis voir s'ils ont un diabète. Alors, c'est un peu une extension de ça. On pourrait peut-être, en même temps qu'on fait le bilan cardiovasculaire, en même temps faire un bilan plus pour la santé cognitive. On pourrait penser à une stratégie efficace, c'est-à-dire on commence en ligne, on fait un bilan avant d'aller pour la visite avec l'infirmière ou le médecin. Et ce qui est important après, c'est qu'est-ce qu'on fait selon ce qu'on trouve. Et là, je pense qu'on devrait demander conseil à Louis Bérère, à Sylvie Belleville, à des gens qui ont déjà travaillé sur des approches préventives multifactorielles. Alors aussi, je pense que peut-être ça vaut la peine de regarder mieux enseigner les jeunes à l'école à partir de peut-être 12 ans. Parce que là, on fait pas aucun, mais que je crois pas, ok, je ne sais pas, mais je crois pas qu'on fait beaucoup d'apprentissage aux jeunes à l'école, comment bien prendre soin de leur cerveau. Oui, on entend pour prévenir peut-être des chutes traumatiques, etc., mais tous ces points-là sont des points très importants que, comme vous avez mentionné au début dans l'illustration, il faut commencer à gérer notre santé au début de notre vie. Alors, c'est tout un Oui. parcours. Oui, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu plus à démontrer qu'il y a un bénéfice à former les jeunes aussitôt dans leur vie, parce qu'ils sont déjà à l'école, donc c'est un facteur de protection.
Je m'inquiète plus pour leur sédentarisme et puis leur abus d'utilisation du téléphone et puis du iPad. C'est des facteurs qu'on ignore dans le moment. Est-ce que c'est bon ou mauvais sur la santé cognitive plus tard? Ça, on ne le sait pas encore. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus, comme de Véronique Bobot au Douglas. Euh, Comme vous avez dit, la prévention des traumas crâniens avec les sports de contact et faire du vélo. Euh, mais c'est vraiment les gens plus dans la quarantaine, cinquantaine qu'on devrait cibler pour l'éducation. Parce qu'ils sont déjà sensibilisés au risque d'avoir un infarctus, et puis diabète, et puis je pense que c'est l'âge, dans le moment, où on pourrait intervenir le mieux. Et il faut prendre au sérieux surtout le point qui parle de notre auditoire pour bien, tu sais, pour comment on Oui, entend. Faut pas être gêné d'aller voir. quelqu'un en audiologie. Voilà. Exactement. Faut pas qu'on soit gêné parce que des fois les gens sont gênés de dire oh, je peux pas porter des appareils auditoires ou tu sais, c'est très important comme on a parlé de l'isolement social. Alors si on n'entend pas bien ou si on ne voit pas bien, on va nous isoler. Alors c'est très important de prendre ça au sérieux. Oui. Alors, nous allons mettre un lien sur notre site web pour la commission Lancet pour le rapport. Alors, les gens vont pouvoir aussi avoir le lien de notre site web. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Un plaisir. Bonjour tout le monde. Bon automne. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill qui est financé par des dons privés. Alors, si vous voulez faire un don à notre programme, dont nous serons très appréciés, s'il vous plaît, allez sur notre site web au www.mcgill.ca/démence. Aussi, si vous voulez être informé des prochains épisodes de McGill à vos côtés ou en savoir plus sur nos réseaux gratuits et nos programmes importants, inscrivez-vous à notre liste d'envoi sur notre site web ou vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à dementia@mcgill.ca. Merci beaucoup. À la prochaine.